Un objet de la taille de Manhattan se déplace à grande vitesse vers notre système solaire. Et si cet objet interstellaire qui traverse notre système solaire était en réalité un vaisseau spatial à propulsion nucléaire envoyé par des extraterrestres pour tester la réaction des humains? Le télescope James Webb vient de détecter dans l'Atlas de Three un objet qui ne devrait pas exister. Du moins, pas selon l'image simpliste que la plupart des gens se font d'un voyageur interstellaire. Cet objet est déjà une sorte d'intrus cosmique, un troisième visiteur confirmé venu d'au-delà du système solaire, suivant une trajectoire que le Soleil ne peut revendiquer. Mais le plus troublant n'est pas son arrivée. C'est ce que Webb a observé en pointant ses capteurs infrarouges vers la faible brume entourant ce noyau et en décomposant la lumière pour en extraire une véritable signature chimique. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Dans l'infrarouge, les comètes et les corps célestes de type cométaire se comportent généralement comme de fidèles messagers. La lumière du Soleil réchauffe leur surface. Les glaces enfouies se réveillent et une atmosphère comateuse se forme, révélant des signatures familières, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, peut-être un spectre de poussière indiquant la granularité du matériau. L'analyse de ce spectre permet d'établir un inventaire approximatif de la composition de l'objet, de son activité et du degré de transformation qu'il a subi. On s'attend à ce que les objets interstellaires présentent des caractéristiques plus extrêmes, une irradiation accrue, un afflux de rayons cosmiques plus intense et peut-être une plus grande pauvreté en éléments volatiles s'ils ont passé des siècles dans l'espace profond. On peut donc s'attendre à des proportions inhabituelles et à des surprises, mais on suppose néanmoins que la composition chimique globale reste équilibrée. La détection sur le web est le genre de surprise qui met à mal la comptabilité. Dans Three Eye Atlas, les caractéristiques spectrales ne se contentent pas de suggérer un mélange inhabituel. Ils mettent en évidence une contradiction chimique tenace. Des signes évidents d'oxygène moléculaire côtoient une présence notable de méthane dans le même environnement de dégazage. Les deux apparaissent en quantité qu'il est difficile d'ignorer comme de simples traces de contaminants. Prises individuellement, chaque molécule peut s'expliquer. Ensemble, elles alimentent les débats scientifiques, car l'oxygène est un oxydant puissant et le méthane un combustible réactif. Placez-les dans le même espace, exposez-les à la lumière ultraviolette et l'univers a la fâcheuse tendance à les transformer en composés plus stables. Cette tension explique précisément pourquoi l'expression « cela ne devrait pas exister » passe du statut de simple exagération à celui de véritable malaise scientifique. Si l'oxygène et le méthane sont libérés simultanément d'un même réservoir proche de la surface, leur coexistence ne devrait pas se prolonger. On s'attend à des réactions chimiques rapides, à la photolase et à des réactions sur les grains de poussière qui commencent à éliminer cette combinaison presque aussitôt apparue. Leur observation simultanée et nette suggère soit que la libération est continue et suffisamment vigoureuse pour les reconstituer plus vite qu'elles ne sont détruites, soit que la structure physique de la coma est compartimentée de manière à permettre leur détection simultanée sans mélange complet, soit encore qu'un mécanisme inhabituel est à l'œuvre pour produire au moins l'une d'entre elles à mesure que l'objet s'approche du Soleil. Les caractéristiques de l'instrument sont ici cruciales, car le télescope James Webb n'est pas un simple observateur. Il ne se contente pas de prendre une photo et de s'arrêter là. Il analyse la lumière avec une précision qui transforme de faibles tâches en données précises, notamment pour les molécules présentant des spectres d'absorption et d'émission distinctifs dans le proche et le moyen infrarouge. C'est là que les gaz laissent leur empreinte. Lorsqu'un télescope détecte une caractéristique se répétant aux bonnes longueurs d'onde et avec les bonnes formes, il ne s'agit pas de conjectures comme c'était parfois le cas pour les anciens télescopes. Il s'agit de mesures, et ces mesures peuvent être croisées sur plusieurs bandes spectrales, plusieurs modes d'observation et plusieurs modèles de la propagation de la lumière à travers une coma poussiéreuse en expansion. Alors, comment Atlas pourrait-il rendre visible cette association étrange? Une possibilité est que le noyau ne soit pas une simple boule de neige poreuse, mais une structure stratifiée contenant de l'oxygène piégé dans la matrice de glace, le préservant ainsi de toute réaction jusqu'à sa libération.
L'oxygène moléculaire peut se former par radiolyse lorsque des particules énergétiques scindent les molécules d'eau et laissent de l'oxygène derrière elles. Dans l'espace profond, les rayons cosmiques peuvent accomplir ce processus sans relâche. Sur de longues périodes, un objet pourrait accumuler de l'oxygène dans des poches piégées, en particulier si la glace est suffisamment froide pour le retenir et si la matière est suffisamment compacte pour empêcher sa diffusion. Puis, lorsque l'objet se réchauffe près du Soleil, ces poches pourraient libérer leur oxygène. Le méthane, quant à lui, pourrait être primordial, formé dans le froid ambiant d'un disque protoplanétaire lointain ou produit par des réactions impliquant des glaces carbonées. Cette explication paraît séduisante jusqu'à ce qu'on examine les quantités impliquées. Pour détecter à la fois l'oxygène et le méthane de manière fiable, il faut soit une grande quantité de gaz, soit une géométrie très favorable. Une grande quantité de gaz implique un noyau exceptionnellement actif, exceptionnellement frais ou exceptionnellement riche en composés volatiles malgré le long voyage interstellaire. C'est déjà intéressant car cela remet en question l'hypothèse selon laquelle le voyage interstellaire est principalement un processus de dessiccation et d'engourdissement progressif. Cela suggère que certains corps peuvent être éjectés de leur système d'origine tout en conservant d'importantes réserves intactes, isolées par des manteaux de poussière ou par une croûte qui empêche une perte précoce. En d'autres termes, l'espace interstellaire n'est peut-être pas un congélateur parfait qui se contente de préserver la matière, mais il n'est pas non plus forcément un four lent qui détruit tout ce qui est fragile. Une autre possibilité est que les composés chimiques ne soient pas simplement libérés, mais activement générés lorsque la lumière du Soleil et les particules frappent la coma. Il existe des mécanismes connus par lesquels les photons ultraviolets et les particules chargées, en interagissant avec l'eau, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les composés organiques, peuvent créer des molécules secondaires, parfois rapidement. Si l'étoile Atlas libère un type inhabituel de poussière riche en carbone, dotée de surfaces catalytiques ou d'une forte proportion de radicaux réactifs, la couche de coma pourrait se transformer en une véritable usine chimique. Dans ce contexte, du méthane pourrait être produit par des réactions impliquant des fragments d'hydrogène et de carbone, tandis que de l'oxygène pourrait être libéré à partir de l'eau ou de composés oxygénés. Le plus surprenant n'est pas que des réactions chimiques aient lieu, mais qu'elles se produisent avec une efficacité et un équilibre tels que le méthane et l'oxygène sont détectables simultanément. La poussière elle-même devient un élément essentiel de cette histoire. L'observation infrarouge de Webb permet de distinguer un continuum thermique homogène des structures minérales plus nettes. Les grains de poussière rayonnent de la chaleur et leur émission révèle leur distribution granulométrique et leur composition. Si la poussière autour de 3 Atlas présente une apparence inhabituellement sombre ou réfléchissante dans l'infrarouge, cela indique si les grains sont des agrégats floconneux, des silicates compacts, de la suie carbonatée ou quelque chose de plus exotique. Si les grains sont très fins et abondants, ils offrent une immense surface de réaction. S'ils sont cristallins, cela suggère des processus à haute température au sein du système d'origine, ce qui signifie que l'objet n'est pas simplement un résidu gelé, mais un corps mixte constitué de matériaux ayant subi des environnements très différents avant leur assemblage. C'est là que les implications s'étendent de la chimie des comètes à la formation planétaire. Les objets interstellaires ne sont pas de simples roches errantes. Ce sont des échantillons d'autres disques protoplanétaires, et ces disques sont les usines où se forment les planètes. Si 3 Atlas contient de l'oxygène piégé, la présence de glace en grande quantité suggère une région de formation extrêmement froide, longtemps exposée au rayonnement de particules et présentant des structures de glace capables de piéger des molécules réactives. Si elle contient également du méthane en abondance, cela laisse entrevoir une chimie du carbone potentiellement plus riche ou moins oxydée que celle généralement déduite des comètes du système solaire. Cette combinaison permettrait de contraindre l'évolution des températures, le bilan oxygène-carbone du disque et la chronologie de l'accrétion du corps par rapport à l'évolution chimique du disque. Elle remet également sur le devant de la scène une question ancienne. Les ingrédients nécessaires à la chimie prébiotique sont-ils répandus dans la galaxie? Et avec quelle facilité peuvent-ils se déplacer? Le méthane et l'oxygène, combinés, ne constituent pas la vie par défaut, surtout pas dans un coma transitoire autour d'un petit corps.
mais ils sont un symbole frappant de déséquilibre chimique. Et le déséquilibre est une forme de gradient d'énergie. Là où il y a gradient, il y a potentiel pour une chimie complexe. Si les corps interstellaires peuvent transporter et libérer des mélanges chimiquement énergétiques, ils peuvent ensemencer les environnements non seulement avec des matières premières, mais aussi avec des combinaisons réactives favorisant la synthèse ultérieure. Ceci est crucial pour les jeunes planètes, où les impacts et l'apport de composés volatiles peuvent façonner les atmosphères et les océans. Une autre implication concerne l'interprétation des biosignatures atmosphériques des exoplanètes. En exoplanétologie, l'oxygène et le méthane sont souvent considérés comme un couple intéressant, car ils peuvent indiquer un renouvellement continu face à la destruction. L'enseignement de Three Eye Atlas serait à la fois une mise en garde et une opportunité. La mise en garde réside dans le fait que des processus non biologiques peuvent, dans certaines conditions physiques, produire ou du moins présenter ces molécules ensemble. L'opportunité est que l'étude détaillée d'un tel cas contribue à l'élaboration de meilleurs modèles de faux positifs et de dépendance au contexte. Si un petit corps peut maintenir une coexistence détectable d'oxygène et de méthane dans un état de coma par simple ségrégation physique ou par des émissions rapides, alors les interprétations des exoplanètes doivent accorder une attention accrue aux mécanismes sources, au contexte environnemental et à la présence de catalyseurs, de processus photochimiques et de réservoirs. Il y a aussi une implication plus troublante, à la frontière entre géologie et ingénierie, qui est troublante précisément parce qu'elle stimule l'imagination. Quand on affirme que quelque chose ne devrait pas exister, un certain type d'esprit a tendance à le considérer comme artificiel. Webb n'est pas un radiotélescope et n'est pas conçu directement pour détecter une balise. Mais les observations infrarouges peuvent encore révéler des phénomènes tels qu'un comportement thermique extrêmement inhabituel, des caractéristiques spectrales nettes ne correspondant à aucun matériau astrophysique connu, ou des modulations périodiques suggérant une géométrie plutôt qu'une géologie. Même sans recourir à la fantaisie, l'étrangeté même de cette chimie peut créer un vide que les spéculations tentent de combler. L'approche rigoureuse consiste à considérer l'Atlas de 3E comme un outil pédagogique pour comprendre des processus naturels que nous ne comprenons pas encore pleinement. La nature affectionne les cas particuliers. Un objet éjecté d'un système jeune pourrait avoir été assemblé rapidement, scellé très tôt, puis stocké dans un froid extrême pendant un court laps de temps interstellaire avant de passer près du Soleil. Un autre objet aurait pu errer pendant des éons, conservant une croûte dense qui a empêché la majeure partie de sa dégradation jusqu'au premier épisode de réchauffement important. Il pourrait aussi s'agir d'un fragment d'un corps différencié plus grand comme une exolune ou une planète naine, où la chimie interne et la pression ont permis un piégeage inhabituel des gaz. Chaque scénario élargit le champ des possibles pour les petits corps et nous oblige à prendre conscience de notre ignorance quant à la diversité des vestiges de la formation planétaire. Le rôle fondamental de Webb réside dans sa capacité à relier ces scénarios aux contraintes physiques réelles. L'intensité relative des pics d'oxygène et de méthane renseigne sur la densité de la colonne, les taux de production et la distribution des gaz. La présence ou l'absence de traces d'eau permet de déterminer la part de la coma dominée par la sublimation ordinaire. La détection de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone permet de contraindre la température et la profondeur des couches actives. La signature minérale des poussières indique si le corps a subi un traitement thermique. L'évolution de la luminosité globale permet de déterminer si le dégazage est continu, irrégulier ou dû à des évents distincts. Si l'oxygène est piégé dans la glace amorphe, un point clé est la transition entre la glace d'eau amorphe et la glace d'eau cristalline. La glace amorphe peut piéger des gaz et, lors de sa cristallisation, les libérer par à-coups. Ce mécanisme est souvent invoqué en physique des comètes. Mais, pour un objet interstellaire, il pourrait être amplifié si le corps s'est formé dans une région suffisamment froide pour que la glace amorphe y soit dominante, et si, par la suite, il a passé la majeure partie de sa vie à une température ne dépassant jamais le seuil de cristallisation. À proximité du Soleil, même un léger réchauffement pourrait déclencher une libération de composés volatiles piégés disproportionnée par rapport à la température de surface.
Ceci pourrait créer une coma transitoire avec un mélange chimique particulier, incluant de l'oxygène libéré par des produits de radiolyse stockés pendant une longue période. Le méthane a son propre cas. Dans les environnements moléculaires froids et denses, il peut se former à la surface des grains par hydrogénation d'atomes de carbone et de molécules simples. Dans les disques protoplanétaires, l'abondance de méthane dépend des champs ultraviolets locaux, de la disponibilité du carbone et du degré de mélange entre les régions chaudes et froides. Un corps riche en méthane pourrait s'être formé au-delà de la limite des neiges de méthane dans son système d'origine, où la glace de méthane est stable et peut s'y incorporer en quantité importante. Si 3,2 Atlas est riche en méthane, cela suggère une formation dans une région externe froide. Cependant, la minéralogie des poussières pourrait indiquer un mélange avec des matériaux du disque interne, impliquant des processus de transport ayant déplacé des composants sur de grandes distances avant l'accrétion de l'objet. L'association d'un piégeage d'oxygène et d'une abondance de méthane décrit un objet à la fois chimiquement énergétique et physiquement bien isolé. Cela soulève des questions quant à la fréquence de tels corps, voire à leur existence même. L'espace interstellaire regorge de capsules temporelles chimiques potentielles qui peuvent traverser occasionnellement des systèmes planétaires et y libérer des mélanges inattendus. Si les objets 3I Atlas sont rares, alors 3I Atlas constitue une exception statistique, ce qui est en soi précieux car les exceptions révèlent les limites des voies de formation. Quoi qu'il en soit, cet événement oriente la planétologie vers une perspective plus galactique, où le système solaire n'est qu'un point parmi d'autres dans une vaste distribution, et non plus le modèle standard. Il en résulte une implication directe pour les modèles d'éjection des objets interstellaires. Pour quitter un système sur une trajectoire hyperbolique, un corps a généralement besoin d'impulsions gravitationnelles, souvent de planètes géantes ou lors de rencontres stellaires. Ce processus est généralement violent. Si 3I Atlas conserve des réserves chimiques fragiles, cela suggère que l'éjection peut se produire sans désintégrer ni chauffer complètement l'objet, ou que l'objet s'est formé et a été éjecté tôt avant que des passages rapprochés répétés près d'une étoile ne puissent le dégrader. Cela suggère également que les objets interstellaires pourraient être prédisposés à certaines tailles et structures, peut-être celles qui peuvent survivre à la fois à l'éjection et au long voyage tout en conservant leur chimie interne intacte. Même la simple question de la profondeur des couches actives devient plus complexe. Une couche active peu profonde indique que ce que nous observons est un échantillon superficiel, possiblement déjà transformé par le rayonnement interstellaire. Une couche active profonde indique que la chaleur provenant de la proximité du Soleil pénètre dans un matériau qui n'a pas été chimiquement homogénéisé avec la surface. La détection de combinaisons réactives par Webb suggère que nous pourrions observer des émissions provenant de l'intérieur des galaxies, car ces dernières peuvent préserver des réservoirs sans exposition constante. Cela signifierait que 3,2 Atlas ne se contente pas de perdre du givre en surface, mais ouvre également des ouvertures vers des poches plus anciennes et plus intactes. Ceci a aussi des implications sur notre compréhension de l'apport d'eau et de son état d'oxydation dans les systèmes planétaires. L'oxygène dans les comètes est souvent abordé sous l'angle de l'eau, mais une forte abondance d'oxygène moléculaire suggère un environnement d'oxydation et une histoire de radiation spécifique. Si d'autres systèmes produisent fréquemment de petits corps avec d'importantes quantités d'oxygène piégé, cela influence la manière dont l'oxygène peut être apporté aux jeunes planètes, non pas sous forme d'oxygène respirable, car il réagirait, mais comme agent oxydant capable de modifier la chimie de surface, d'affecter l'équilibre entre les composés réduits et oxydés et d'influencer les voies de formation des composés organiques complexes. La livraison ne se limite pas à la simple transmission de masse. Elle concerne aussi le potentiel chimique. L'enthousiasme suscité par une telle détection met également en lumière un aspect subtil de l'astronomie. Parfois, la découverte la plus importante résulte d'un décalage entre les prévisions et les mesures. Lorsque le Webb détecte une incohérence apparente, il nous invite à revoir nos hypothèses. Il pourrait indiquer que notre compréhension de la cinétique chimique de la comète KMI est incomplète, notamment dans des conditions différentes de celles des comètes typiques du système solaire. Il pourrait révéler que la structure des noyaux interstellaires est différente, peut-être plus compacte,
plus stratifiées ou plus sujettes aux fractures. Il pourrait aussi nous indiquer que la chimie des disques protoplanétaires peut créer des réservoirs que nous n'avions pas pris en compte. Il pourrait même nous révéler que l'échantillon statistique de 2 visiteurs interstellaires antérieurs nous a induits en erreur quant à ce qui est typique. L'implication plus large concerne le rôle des échanges interstellaires dans la galaxie. Pendant longtemps, il était facile d'imaginer les systèmes planétaires comme étant majoritairement isolés. Les planètes se forment, les petits corps se dispersent et tout ce qui se passe reste local. Les objets interstellaires rendent cette image moins transparente. En principe, chaque système peut exporter et importer de la matière. La plupart de ces échanges sont sporadiques, mais sur des milliards d'années, la galaxie peut devenir un lent creuset de mélange. Si les corps exportés peuvent transporter des mélanges chimiquement énergétiques et les préserver, alors l'échange ne se limite pas à des débris inertes. Il s'agit d'informations chimiques stockées dans les glaces et les minéraux qui se déplacent entre les étoiles. Une fois ce type de tension chimique mise en évidence dans les données, la question suivante est de savoir si le signal reflète fidèlement la nature du noyau ou si l'environnement perturbe la lumière. Les spectres infrarouges peuvent être d'une pureté trompeuse, mais la coma n'est pas un simple nuage transparent. Les grains de poussière peuvent diffuser et réémettre le rayonnement, et les jets denses peuvent créer des régions où la température, la densité et l'illumination sont extrêmement variables. Si 3 Atlas émet de la matière par d'étroites fractures, les gaz peuvent quitter la surface sous forme de flux concentrés qui ne se mélangent pas instantanément en une enveloppe uniforme. Cela signifie qu'un télescope pourrait observer une mosaïque de flux, un flux riche en oxygène dans une direction, un flux riche en méthane dans une autre, et une moyenne homogène donnant l'impression d'une coexistence. Même si les molécules sont partiellement séparées dans l'espace, cela implique qu'un spectre unique ne se résume pas à une simple liste de composés chimiques. C'est aussi une carte géométrique, et comprendre cette géométrie devient aussi important qu'identifier les molécules. C'est là que la synchronisation devient un outil scientifique précieux. Au fur et à mesure que l'objet tourne, ces régions actives oscillent entre la lumière du Soleil et le champ de vision du télescope. Si les variations des concentrations d'oxygène et de méthane sont synchronisées, cela suggère une source commune, ou du moins un déclencheur partagé, comme l'illumination d'un même terrain. Si elles sont déphasées, cela indique la présence de plusieurs zones sources de composition ou de comportements thermiques différents, même sans préciser les conséquences ultérieures. Ce raisonnement est néanmoins pertinent. Les variations observées permettent de distinguer un corps chimiquement homogène d'un corps chimiquement compartimenté. Un noyau compartimenté impliquerait que ses constituants ne se sont pas complètement mélangés lors de sa formation, conservant ainsi une sorte d'enregistrement stratifié des différents environnements de son système d'origine plutôt qu'une moyenne unique. L'infrarouge offre également un autre critère de discrimination, au-delà de l'identité des molécules, la distribution de température des poussières et des gaz. Le méthane et l'oxygène présentent des comportements d'excitation différents. La forme et l'élargissement de leur raie spectrale peuvent fournir des indices sur la température cinétique locale et la densité des collisions dans la coma. Si la signature du méthane semble provenir d'une région plus chaude et plus dense que celle de l'oxygène, cela indique des profondeurs de libération différentes ou des voies de transport différentes. Si les deux semblent provenir de conditions froides et raréfiées similaires, cela oriente l'explication vers une sublimation directe ou une désorption douce à partir des grains plutôt que vers une chimie énergétique dans les fronts de choc. Les implications sont importantes, car toute contrainte sur la température et la densité dans la coma est aussi une contrainte sur la façon dont les matériaux interstellaires se comportent sous l'effet du chauffage solaire, un phénomène que nous avons très peu d'occasions de mesurer directement. Cette découverte oblige également à réévaluer ce que l'on entend par primitif. Il est tentant de dire qu'un objet interstellaire est primitif parce qu'il provient d'ailleurs. Mais primitif peut avoir des significations opposées. Principal pourrait signifier qu'il ne s'est jamais beaucoup réchauffé et a donc préservé les glaces primitives. Principal
pourrait aussi signifier qu'il ne s'est jamais approché suffisamment d'une étoile pour développer le type de croûte isolante que les comètes du système solaire acquièrent après des passages répétés. Si 3I Atlas libère des gaz qui semblent avoir été protégés des réactions chimiques les plus faciles, cela suggère un type de préservation particulier, non seulement un stockage à basse température, mais une protection physique contre les processus qui homogénéisent et oxydent habituellement les petits corps. Ceci est important car cela redéfinit les objets interstellaires comme des échantillons provenant non seulement d'un autre lieu, mais aussi d'un autre régime de préservation, susceptibles de contenir des combinaisons chimiques que nos propres comètes présentent rarement, car elles ont été remaniées à maintes reprises. Une autre implication concerne les isotopes, qui sont ce qui se rapproche le plus d'un certificat de naissance en astronomie. Différents berceaux d'étoiles et différents environnements chimiques impriment des rapports isotopiques distinctifs dans l'eau, les molécules contenant du carbone et les molécules contenant de l'azote. Si le couple oxygène-méthane est réel et significatif, la prochaine étape de l'enquête consistera naturellement à déterminer si l'oxygène possède un rapport isotopique inhabituel ou si le méthane présente un équilibre isotopique du carbone particulier. Ces rapports isotopiques peuvent indiquer si la matière s'est formée dans un disque enrichi par certains processus stellaires, dans une région où le traitement ultraviolet était intense ou encore dans un environnement chimique favorisant des voies de fractionnement particulières. Plus généralement, la chimie seule révèle la composition, mais les isotopes suggèrent les raisons de cette présence. Ces raisons permettent de relier un objet de passage à l'histoire plus vaste des différences entre les systèmes planétaires à travers la galaxie. La chimie de l'azote devient particulièrement intrigante dans ce contexte. De nombreuses comètes libèrent des espèces azotées relativement difficiles à détecter et à interpréter. Pourtant, l'azote est essentiel aux atmosphères et aux processus prébiotiques. Si 3 Atlas présente un équilibre redox inhabituel et suggéré par l'oxygène et le méthane, l'état de l'azote pourrait constituer un indice clé, qu'il s'agisse principalement d'azote moléculaire, d'ammoniac ou de nitrite plus complexe. Un inventaire d'azote fortement déséquilibré pourrait révéler si l'objet s'est formé dans une région dominée par une chimie réductrice ou oxydante et s'il a subi des processus ayant conduit l'azote vers des réservoirs plus stables. Ce type d'information serait précieux, non pas parce qu'il rend l'objet plus mystérieux, mais parce qu'il en fait un point de comparaison, permettant de déterminer si la composition chimique des comètes du système solaire est typique ou si elle se situe à une extrémité d'une gamme galactique plus large. Le soufre et le phosphore, lorsqu'ils peuvent être dosés, ouvrent une autre perspective souvent négligée, car plus difficile à mesurer. Les composés volatiles soufrés peuvent être sensibles à l'historique thermique et permettre de retracer la transformation des matériaux dans différentes parties d'un disque. Le phosphore est plus rare, mais d'une importance disproportionnée pour les réactions chimiques menant au système biologique. Un corps transportant simultanément de l'oxygène et du méthane pourrait également contenir des composés soufrés inattendus, indiquant peut-être que son inventaire de composés volatiles inclut des éléments généralement supprimés ou transformés dans les comètes du système solaire. Il ne s'agit pas de dire que cela rend la vie probable ou improbable, mais que la chimie galactique pourrait régulièrement intégrer des éléments clés dans des corps glacés mobiles, et que notre incapacité à les détecter jusqu'à présent est autant due à des difficultés d'observation qu'à une rareté réelle. La dynamique de l'objet ajoute un niveau d'interprétation supplémentaire. Même sans découverte spectaculaire, la vitesse et la trajectoire de l'objet par rapport au flux local de matière interstellaire peuvent indiquer s'il s'agit d'un corps ancien ou d'un fragment éjecté plus récemment. Une vitesse relativement modeste par rapport au référentiel local pourrait suggérer qu'il dérive depuis longtemps dans le même voisinage galactique. À l'inverse, une vitesse inhabituellement élevée pourrait indiquer une histoire plus mouvementée, peut-être liée à une éjection d'un système ayant subi de fortes perturbations gravitationnelles. La chimie et la dynamique constituent alors une sorte de double critère d'authentification. Si la chimie suggère une transformation limitée et la dynamique un corps ancien,
Cette contradiction mérite d'être expliquée. Si les deux convergent, l'hypothèse que nous observons un échantillon cohérent d'un type particulier d'environnement planétaire se renforce. Se pose également la question de savoir si l'objet se comporte comme une comète classique ou s'il présente des particularités physiques qui complexifient l'interprétation. Le dégazage produit des forces non gravitationnelles susceptibles de modifier subtilement une trajectoire. Si le dégazage est fortement directionnel, il peut agir comme un propulseur, modifiant le mouvement de l'objet et révélant ainsi l'orientation de ses zones actives. Pour un corps émettant des molécules inhabituelles, la mesure de ces forces serait cruciale car elle permettrait de relier la chimie à la physique des jets, leur localisation, leur régularité et leur amplitude d'activation et de désactivation. Ceci pourrait indiquer si la surface est poreuse, si elle est protégée par une croûte fissurée, ou si l'activité est due à des évents localisés plutôt qu'à une vaste zone de sublimation. Chaque configuration physique a des implications différentes sur la façon dont un corps interstellaire survit à son long voyage et réagit ensuite à la chaleur. Les propriétés thermiques du noyau deviennent un acteur silencieux mais décisif. Les matériaux à faible conductivité thermique retiennent la chaleur près de la surface, tandis que les matériaux plus compacts ou rocheux peuvent la conduire plus profondément, exploitant potentiellement des réserves qui resteraient autrement inaccessibles. Si 3,2 Atlas libère des molécules difficiles à lier chimiquement, une solution pour maintenir leur détectabilité consiste simplement à les libérer par le bas de manière continue, reconstituant ainsi le coma plus rapidement que la lumière du soleil ne peut décomposer le mélange. Cela rend immédiatement pertinente la stratification par inertie thermique et la présence de grains de roche ou de métal inclus. Cela suggère que l'objet pourrait ne pas être un flocon de neige fragile et aérien, mais un composite plus dense où glace et solide sont imbriqués de manière à contrôler la pénétration de la chaleur et l'échappement des gaz, façonnant un profil chimique paradoxal vu de loin. Le rapport poussière-gaz est une autre implication dont les conséquences dépassent largement le cadre de cet unique visiteur. Si la coma est riche en poussière, elle peut masquer certaines caractéristiques des gaz et en amplifier d'autres par retraitement du rayonnement. Cela renseigne également sur le mode d'assemblage du corps, s'il s'est formé par l'homérisation douce de grains floconneux ou par compaction collisionnelle. Une coma riche en poussière implique qu'une quantité importante de matière solide est entraînée par le gaz, ce qui peut se produire lorsque les couches superficielles sont faibles ou lorsque le flux de gaz est élevé. Si la poussière apparaît inhabituellement carbonée, cela suggérerait un environnement de formation riche en carbone, potentiellement lié à l'abondance de méthane. Si la poussière présente de fortes signatures de silice, cela indique un corps ayant incorporé des minéraux de haute température, ce qui implique que le disque d'origine a déplacé de la matière sur de grandes distances radiales. Dans les deux cas, cela signifie que les objets interstellaires peuvent conserver des traces des processus de transport des disques qui, autrement, ne sont déduits que de manière indirecte dans les systèmes exoplanétaires. L'une des implications les plus importantes est d'ordre méthodologique. Ce type de détection modifie la manière dont les scientifiques recherchent le prochain visiteur interstellaire. Si une combinaison chimique complexe peut apparaître dans la coma interstellaire, les recherches futures pourraient privilégier un ensemble plus large de traceurs moléculaires plutôt que la poignée traditionnelle. Il s'agira alors de rechercher des familles de composés qui constituent un contexte chimique et non plus seulement des molécules phares. Dans le cas du méthane, la présence ou l'absence d'hydrocarbures apparentés comme l'éthane ou l'acétylène peut indiquer s'il est primordial, s'il a subi une altération thermique ou s'il est issu de la fragmentation de composés organiques plus complexes. Concernant l'oxygène, la recherche de composés associés comme l'ozone ou des espèces apparentées au peroxyde peut fournir des indices sur son origine et son stockage. En conséquence, lors de la prochaine apparition d'un objet de ce type, la stratégie d'observation devra être envisagée moins comme celle d'une comète classique et davantage comme celle d'une expérience de laboratoire extraterrestre, où la clé réside dans les corrélations entre de nombreuses structures faibles.
Cette détection a également des implications pour la science en laboratoire sur Terre, car l'interprétation de ces signaux dépend souvent du comportement des molécules piégées dans la glace, mélangées à de la poussière et exposées aux radiations. Certaines combinaisons, apparemment impossibles à l'état gazeux, peuvent persister si les molécules sont ségrégées dans des microcavités ou si elles sont libérées de différentes phases à des moments légèrement différents. Cela incite les chercheurs à recréer des analogues plus réalistes, incluant des sels mixtes, des agrégats poreux et des grains de carbone inclus, refroidis à des températures pertinentes et soumis à des radiations contrôlées. Plus largement, les observations spatiales peuvent conduire à des progrès en chimie fondamentale et en sciences des matériaux. Le télescope observe le résultat, mais sa compréhension exige des expériences reliant les mécanismes de stockage microscopique au comportement de dégazage macroscopique. Il s'agit de faire le lien entre des disciplines qui ne communiquent pas toujours aisément. À l'échelle systémique, cela a des implications sur la manière dont les planètes et les petits corps en général acquièrent leurs composés volatiles. Si d'autres systèmes planétaires produisent et éjectent régulièrement des objets au mélange volatile inhabituel, alors l'apport de composés volatiles ne se limite pas à l'eau et au dioxyde de carbone. Il s'agit de l'état d'oxydoréduction des matériaux transportés, de la présence de combinaisons chimiquement énergétiques et de la diversité des composés organiques et des radicaux qui modifient la modélisation des atmosphères primitives des planètes d'autres systèmes, en particulier celles qui pourraient être bombardées par des débris interstellaires ou par les résidus dispersés de leur propre système. Cela suggère que les conditions chimiques initiales sur une jeune planète pourraient varier davantage qu'on ne le suppose généralement, non seulement en quantité de composés volatiles, mais aussi dans l'équilibre entre les espèces oxydées et réduites qui déterminent les trajectoires d'évolution atmosphérique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos impressions sur l'objet étrange détecté dans l'Atlas III. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.